Alors, bon matin tout le monde, j'espère que vous allez bien. Euh, Depuis la dernière fois qu'on s'est vu, en tout cas que vous m'avez vu, parce que moi je vous vois pas, je peux juste vous imaginer, ou à moins que de ceux et celles parfois qui me laissent un commentaire, soit ici sur YouTube, ou sur ma page Facebook, ou encore par courriel, là, ce qui est plus rare, parce que c'est souvent les demandes à ce moment-là plus précises là, qui me sont envoyées par courriel. Ce matin, c'est un cas particulier qui m'amène à parler d'un... la capsule va être un peu plus longue d'ailleurs, qui m'amène à vous parler de néonaticide. Qu'est-ce que c'est que le néonaticide? Parce que dans les médias, on utilise très peu ce mot-là, mais il faut le comprendre, puis vous allez voir que ça va peut-être vous aider euh, à repérer, justement, à faire un petit peu de... allons-y, pas trop sérieusement, mais quand même, ça peut être important pour faire du profilage criminel, juste en écoutant les nouvelles. La prochaine fois que vous allez comprendre d'ailleurs pourquoi. La prochaine fois que vous allez voir, par exemple, un cas d'un bébé mort-né qui est retrouvé dans les déchets, un cas que sûrement vous avez déjà entendu au cours de votre vie, ben c'est probablement un cas de crime de néonaticide. Euh, c'est le cas moi, qui est arrivé le 20 mai 1669. Ce serait en tout cas, le premier que j'ai réussi à recenser. Le cas de néonaticide qui m'amène à vous parler de ce sujet-là ce matin. Donc, on va d'abord faire un survol de ce cas-là précis parce qu'il est assez particulier. C'est le seul cas de néonaticide que j'ai répertorié jusqu'à maintenant, depuis la Nouvelle-France jusqu'à aujourd'hui, qui englobe aussi une autre catégorie d'homicide, c'est-à-dire l'homicide domestique. Pour résumer, ou pour faire simple un peu, c'est une femme du nom de Françoise Duverger qui a à la fois tué son mari, qui s'appelait Simon Galbrun, mais aussi son enfant nouveau-né. Donc c'est le cas, écoutez, c'est le seul cas que j'ai trouvé à date là, qui fait foi, parce que normalement le néonaticide est commis tout seul. Mais on va voir d'abord le cas de Madame Françoise Duverger. Simon Galbrun, bon, il a été assassiné à Montréal par son épouse, qui a d'ailleurs été reconnue coupable de complicité de meurtre. Donc, comme je l'ai dit, c'est Françoise Duverger ou Duberger, tout dépendamment des sources. Elle a été pendue d'ailleurs pour son crime, pendue le 17 novembre 1671 à Québec. Et donc, pour ce meurtre-là de son mari, mais aussi, et là je cite entre guillemets, c'est pour ça que c'est important de lire, et pour avoir tué son enfant né le lendemain de son second mariage, c'est-à-dire le 29 juin 1671. Donc, voilà, ils l'ont pas manqué, elle a été reconnue coupable pour les deux homicides, les deux crimes. Selon les documents qui ont été préservés par BANQ, donc Bibliothèque et Archives nationales du Québec, Françoise Duverger était la femme de Jean Boulin, dit l'Éveillé. Donc, ce qui vient un peu mêler les cartes, là. Donc, est-ce que Simon Galbrun était son mari, en tout cas, tout ça. Bref, c'est pour juste vous souligner l'expression qu'on utilisait à l'époque. On disait souvent ces femmes-là qui étaient reconnues coupables de néonaticide. C'est le terme qu'on va essayer d'employer le plus souvent, parce que c'est le bon terme. On va voir qui vient du CCM3 du côté américain. Donc, elle était condamnée pour avoir dissimulé sa grossesse. Vous allez comprendre un peu pourquoi, parce que c'est une caractéristique très, très, très étroite, là, liée de façon très étroite à ce type de crime-là. Donc, comme je le disais, c'est probablement le premier cas, en tout cas, c'est le premier cas répertorié par mon projet de référencement des homicides commis au Québec. Et par ailleurs, Madame la condamnée aurait aussi donné son consentement à son premier mari, donc Simon Galbrun, qui soit tué. Donc, c'est un crime par passion, probablement. Là. Son deuxième mari l'aurait aidé à tuer son premier mari. Donc, on comprend. Parce qu'on manque beaucoup de détails, évidemment, dans cette affaire-là, parce que ça, on pourrait
Ce qui serait intéressant, évidemment, c'est d'en avoir plus pour comprendre de plus, aller plus en profondeur si on veut. Alors, voilà, c'est ce qui m'amène, donc ce cas-là, qui m'amène à vous parler du néonaticide. Et je vous montre ici le Crime Classification Manual, 3e édition, ce qui est bien important parce que ce que je vais faire, j'ai fait référence souvent en utilisant l'acronyme CCM3, donc CCM Crime Classification Manual et 3 pour la 3e édition. Eux-mêmes font ce site, eux-mêmes parfois là, en utilisant cet acronyme-là. Donc, qu'est-ce que le néonaticide? On va comprendre après ça. Moi, ce que je trouvais intéressant, évidemment, c'est que vous allez voir, j'en ai répertorié beaucoup. Dans mes recherches, là, je suis même étonné d'en découvrir assez régulièrement des néonaticides. Donc, c'est un crime, malheureusement, qui ne semble pas progresser dans le temps, si on veut, les habitudes de le commettre ou le mode opératoire ne change pas vraiment. C'est un crime vieux comme le monde, qui n'évolue pas, contrairement à d'autres types de crimes qui apparaissent soudainement à certaines époques, comme par exemple les crimes reliés aux gangs de rue, ou les meurtres par contrat, donc qui engagent des tueurs à gages. C'est apparu à certaines époques, ou les tueurs de masse aussi, mais le néonaticide, on dirait qu'il n'évolue pas dans le temps. Donc, qu'est-ce que le néonaticide? Pour une définition claire, le néonaticide, c'est le meurtre d'un enfant nouveau-né qui est assassiné dans ses premières 24 heures de vie. La forme la plus commune, c'est la forme la plus commune de filicide. Puis il faut comprendre que le filicide, c'est un adulte qui tue un enfant. Peu importe l'âge, évidemment. Et peu importe si l'adulte a un lien. Non, excusez-moi, pardon. Le filicide, c'est un parent qui tue son enfant. Donc, ça peut être, par exemple, comme Aurore l'enfant martyr, elle peut être tuée par sa belle-mère aussi. Donc, c'est quelqu'un qui est en autorité parentale, si on veut, pour être plus précis, qui tue un enfant dont il a la garde. Donc, ça peut être un parent adoptif, mais ça peut être un parent naturel aussi. Donc, c'est la forme la plus commune de filicide. Ce qui est étonnant aussi, c'est que 46% des enfants tués le sont dans la première heure de leur vie. Donc, près de la moitié des enfants qui sont assassinés dans les crimes le sont de façon sous la bannière du néonaticide. Comparativement au filicide, les parents impliqués dans le néonaticide sont plus jeunes, généralement. Ça, c'est ce que les études démontrent. La plupart du temps, ils ne sont pas mariés. Et la grossesse n'est pas désirée non plus. Comme je le disais, selon des recherches, c'est surtout les recherches effectuées par le CCM3. Ça, c'est pour mieux expliquer tout ça, voir les grandes lignes du néonaticide. Il n'existe aucun lien entre le néonaticide et les aspects culturels. Donc, on ne peut pas dire que les descendants je sais pas, de tel peuple ou de telle race sont plus portés à faire du néonaticide. C'est pas vrai, il n'y a pas de lien prouvé avec ça. Et apparemment non plus, il n'y a pas de lien socio-économique. Donc, apparemment que la situation financière n'aurait pas de lien direct avec la commission de ce crime-là. La préméditation est très rare aussi, ce qu'on pourrait, évidemment, ça peut être surprenant parce que, on sait qu'une grossesse, c'est 9 mois, hein, fait que, on sait que, la préméditation pourrait être, ça peut être prévu à l'avance longtemps, mais non, c'est pas le cas parce que la plupart du temps, ça implique une jeune mère qui est naïve et qui fait beaucoup de déni. Donc, pour elle, elle n'est pas enceinte. Donc, ça peut pas. C'est pour ça que la préméditation, généralement, certains d'entre vous peut-être qui ne croiront pas, mais les études du CCM3, c'est ça que ça démontre. Donc, on fait affaire souvent avec une jeune mère naïve. C'est très rare le néonaticide avec des mères, par exemple, de 30 ans et plus, des choses comme ça. Aussi, ces mères-là qui commettent le néonaticide n'ont pas d'éducation sexuelle à la maison. Donc, très peu, en tout cas. Et aussi, il y a une tradition
je ne dirais pas tradition familiale, mais il y a une certaine tradition dans ces milieux-là d'un isolement social. Euh, Aussi présence de parents autoritaires, rudes, mais pourtant avec lesquels donc elle peut avoir la mère, là je parle, peut avoir eu une enfance ou une vie assez rock'n'roll avec ses parents, donc de rudesse, mais c'est le genre de personne qui va quand même aimer ses parents, qui vont en être proches. Donc encore sous leur contrôle, si on veut. L'isolement social, comme je le disais, est assez courant, mais la mère peut aussi être entourée de parents et amis qui ne la connaissent pas nécessairement bien. C'est pour ça qu'elle peut leur cacher certaines choses pendant la grossesse. Ces mères restent souvent dans le déni, comme on l'a dit, à la fois ce qui concerne la grossesse et l'existence même du fœtus, quand que le fœtus vient au monde. Puis les symptômes physiques à ce moment-là, vu qu'elle fait du déni, évidemment, ben, il faut qu'elle trouve des explications à ces symptômes. Donc, elle peut dire que c'est qu'elle gagne du poids, manque d'exercice et tout ça. Puis certains symptômes peuvent être expliqués par des crampes. En tout cas, voilà, je suis sûr que vous êtes capable d'imaginer le reste. Puis même, ce qui est assez étonnant, même quand un médecin leur annonce qu'elles sont vraiment enceintes, que confirmation médicale, ces femmes-là continuent, ça peut arriver, peut-être pas toutes, mais peuvent continuer à faire du déni et à poursuivre dans leur idée. Le déni peut s'étendre même à son entourage, ses proches, dans le sens que ses proches ignorent son état. Comme on le disait tantôt, elle va tout faire pour cacher. Voilà, l'accouchement se fait aussi presque toujours dans un endroit secret. Selon le CCM3, c'est dans un endroit secret et ou isolé, comme par exemple la plupart du temps, c'est ce qu'on dit, soit dans un bain ou carrément dans la toilette. Plusieurs mères ont affirmé aussi avoir des trous de mémoire. C'est comme la poursuite du déni, si on veut. Qu'elles se souviennent absolument de rien, de leur état ou de l'accouchement, tout simplement. Elles ne gardent aucun souvenir de ça. C'est vraiment donc dans leur tête comme si le bébé n'existait pas, comme si ça n'avait pas existé entre la conception et la disparition, entre guillemets, du bébé. Et ce qui est étonnant aussi, c'est que, bon, toujours selon le CCM3, la psychose et la dépression sont très peu présents chez ces mères-là. Donc, on ne peut pas expliquer cet état des mères néonaticides par la psychose ou la dépression. Donc, il faut chercher ailleurs. Pour la victimologie, concernant tout ce qui est victimologie dans ces cas-là, bon, on nous dit que la première heure est particulièrement à risque pour ce type de victimes-là, donc les enfants, les nouveau-nés. On dit aussi que c'est dans la première heure qu'un enfant risque de mourir le plus, son plus haut taux de risque d'être assassiné au cours de sa vie, c'est dans sa première heure de vie. Mais sa première heure de vie, il la passe où? Dans les bras de sa mère, généralement. Donc, c'est la mère qui est la plus menaçante au début de la vie d'un enfant. C'est ce qu'on en comprend. Les petites victimes mâles aussi, c'est ce que le CCM3 a relevé. Les victimes de sexe masculin sont plus à risque. Pourquoi? On ne le sait pas. La victime type, c'est celle dont la grossesse a été cachée par la mère, évidemment, et autant vers les proches. Donc, ça répète un peu ce qu'on disait tantôt. Puis, il n'y a aucune connexion aussi ou de développement envers le fœtus. Donc, il n'y a aucun attachement qui se développe. Et ultimement, la mère nie carrément l'existence. Et puis quand elle ne le nie pas, il n'y a pas de sentiment non plus entre la mère et le bébé. Ça fait un peu comme si c'était pratiquement, c'est triste à dire, là, mais bon, comme si c'était un objet. Comme si, c'était rien finalement. Ce qui explique peut-être pourquoi plusieurs sont abandonnés. Ça, c'est ce que j'ai remarqué. On n'en parle pas nécessairement dans le CCM3, mais à force de répertorier des néonaticides, des enfants victimes de ça au Québec et à travers le temps,
ils ont souvent été abandonnés, c'est ce que j'ai remarqué, sur des endroits où on met les déchets finalement. Donc, soit dans les poubelles ou sur des tas de fumier. À certaines époques, bon, ça ne le cachera pas, là, même en pleine ville, il y avait des tas de fumier. Quand on recule dans le temps, les chevaux étaient majoritaires, si on veut, dans les villes pour le transport. Donc, ça prenait des tas de fumier à quelques endroits. Et souvent, ben c'est ça que j'ai vu, là. Les bébés ont été abandonnés là sur des tas de fumier. Donc, ça vient rejoindre un peu comme si vraiment l'enfant pour la mère représente absolument rien. Donc, on s'en débarrasse dans un tas de fumier. Au lieu de, par exemple, on aurait pu l'enterrer même en catimini ou en cachette ou avec un certain décorum pour faire son deuil, donc certaines cérémonies, mais non, c'est pas le cas, il n'y a aucune cérémonie, on s'en débarrasse comme si c'était un objet ou des déchets domestiques. Alors voilà, ce qui est encore plus triste. Pour ce qui est de la scène de crime, tout ça, vous allez voir, ça va vous... ça, c'est les cas types de néonaticides. Fait que quand vous enverrez aux nouvelles un enfant retrouvé dans des déchets, ben, c'est probablement les grandes lignes qui vous donnent une idée de ce qui a pu se passer avant que l'enfant se retrouve là. En tout cas, selon le CCM3, là, moi, j'invente rien dans ça. Je suis juste curieux de vouloir comprendre. Donc, pour la scène de crime, souvent, le décès est causé par suffocation, strangulation ou un traumatisme crânien. Souvent, le traumatisme crânien, ce qu'on nous dit, c'est que c'est causé par la chute dans les toilettes, par exemple. Et le dernier moyen pour se débarrasser d'un enfant nouveau-né, c'est la noyade aussi. Donc, c'est assez rare qu'une arme va être utilisée, mais si une arme est utilisée, justement, un couteau, peu importe là, ce qu'on peut imaginer, ça pourrait dénoter la présence d'une mère qui est mentalement perturbée, donc qui souffre d'une maladie mentale assez sérieuse. Donc ça peut arriver. On disait tantôt que la psychose et la dépression, généralement, c'est pas présent, mais ça peut arriver. Donc l'arme du crime, si on utilise une arme dans ce type de crime-là, ça pourrait dénoter ça. La présence d'un complice semble assez rare, mais pourrait démontrer une certaine organisation dans le crime. Donc, comme si on avait prévu, peut-être. Donc, il y a certains cas qu'on laisse entendre que pourrait avoir une certaine préméditation, puis un calcul permettant de simuler la naissance de l'enfant et par ailleurs, bon, le crime qui est commis. La scène de la naissance, évidemment, peut témoigner d'un comportement désorganisé. Par exemple, si la salle de bain est mal nettoyée, ou à moitié et tout ça, bon, je n'entrerai pas dans les détails, là. Si vous êtes en train de déjeuner ce matin, c'est pas le moment d'aller plus loin. Et souvent, comme je le disais tantôt, le bébé est jeté aux ordures. On va terminer pour la description du néonaticide par la mise en scène, parce que ça peut être important aussi. Parce qu'il y a certains crimes qui n'ont aucune mise en scène. Quand je parle de mise en scène, c'est bon, on cherche à modifier la scène de crime pour faire croire à autre chose ou peu importe, là, pour ce qui peut dénoter aussi un comportement du tueur ou de la tueuse. Dans ce cas-ci, dans le néonaticide, ben, la mise en scène, généralement, s'il y en a, ben, c'est pour masquer la cause du décès. Donc, essayer de faire croire, par exemple, que le bébé est mort-né, qui était déjà mort, donc c'est pas la faute de la mère, ou qui est mort par accident, donc en tombant, ou quelque chose comme ça. Donc, c'est le genre de mise en scène auquel on peut faire face. Donc, voilà, maintenant qu'on sait un peu plus ce qu'est un néonaticide, bon, c'est sûr que c'est pas plaisant là, d'entendre ça quand on voit les nouvelles, c'est déjà arrivé. Pas plus tard qu'en 2020. D'ailleurs, j'ai fait une petite recherche tantôt sur ce sujet-là. Juste en marquant bébé retrouvé dans les déchets, on en trouve tout de suite. Mais c'est comme je disais au début, maintenant qu'on connaît les grandes lignes du néonaticide, ben, on peut le reconnaître et on peut comprendre un peu plus, voir certains scénarios. Quand on manque de détails, par exemple, là, on est en Nouvelle-France, dans la chronologie des homicides que je vous raconte à chaque jour. Puis là, ben, si on découvre, mettons,
historiquement parlant, de façon assez éloignée de nous autres. Si on trouve un bébé mort retrouvé dans les déchets, ben on peut comprendre un peu plus ce qui se cache en arrière de ça. Donc c'est sûr qu'il y a une mère d'impliquée. Généralement, il y a au moins 2 scènes de crime. Il y a des choses qu'on peut établir quand même grâce à ce profilage criminel-là. Le néonaticide, c'est ça, ça implique souvent 2 scènes de crime parce qu'il y a une scène où l'accouchement se produit et la deuxième où l'enfant est retrouvé, généralement. Donc, il y en a quelques-uns que j'ai retracés jusqu'à maintenant, mais actuellement, j'en trouve encore d'autres dans mes recherches. On a parlé évidemment de celui de 1669, là, un petit peu plus tôt. Mais j'en ai trouvé d'autres. Je vais juste en citer quelques-uns pour vous montrer à quel point il peut y en avoir eu. Moi, j'étais étonné parce qu'au début, quand je faisais mes recherches, je trouvais des enquêtes de coroner qui disaient seulement enfants non identifiés. Puis là, après avoir trouvé, par exemple, 3 ou 4 cas d'enfants non identifiés la même année, sans en savoir plus, je me disais, bon, y a-tu des liens, y a-tu des meurtres en série ou tout simplement ça? Mais non, c'est que généralement, c'était des néonaticides et il y en arrivait, à certaines époques, il y en arrivait plusieurs par année. Ce qui est assez désolant, évidemment. Donc, par exemple, là, je vais vous en citer un autre. Il y a un bébé, ben évidemment, on parle de bébés non identifiés parce qu'ils n'ont pas eu le temps d'être baptisés dans la plupart des cas. Mais quand on connaît le nom de la mère, on peut dire, bon. En 1708, il y en a eu un à Québec, le bébé de Marie-Barbe Dupont, qui, elle, a été condamnée justement au carcan et à être bannie de Québec pour 3 ans. Donc, il y a des mères qui s'en sont sorties moins bien que d'autres. Mais elle, ça a été ça. Donc, elle a subi le carcan pendant un petit bout de temps. Le carcan, évidemment, c'était, vous savez ce que c'est, là, le cou et les 2 mains figées dans un carcan, finalement, sur la place publique. Ensuite de ça, en 1732, on en a un autre aussi, l'enfant de Marianne Sigouin. Marianne Sigouin, elle, ben, pour néonaticide, c'est un peu le contraire de la précédente. Elle a été pendue, tout simplement. Donc, on voit que l'application des sentences était assez aléatoire, mettons. Parce que plus tard, on va voir que, en tout cas, en particulier sous le régime britannique, les mères qui ont été reconnues coupables de néonaticide était rarement condamné à plus de 2 ans de prison. C'était la loi qui... Bon, voilà. Et c'est ça. Selon les documents judiciaires préservés par BANQ, encore une fois, ben, elle aurait... C'est comme on disait tantôt, souvent, les termes utilisés à l'époque, c'était... Marianne Sigouin, accusée et condamnée pour avoir tenté de cacher sa grossesse. Donc, tenter de cacher sa grossesse, ça laissait sous-entendre qu'elle avait tué son enfant parce que c'était tellement étroitement lié. Le déni, entre autres, là, comme on parlait tantôt. Donc, depuis longtemps, finalement, on savait ces choses-là sans appeler ça nécessairement le profilage criminel. Mais voyez-vous, déjà dans les années 1700 et 1600, voilà, on faisait déjà des liens entre ces deux comportements-là. En 1732, encore une fois, un bébé nouveau-né, cette fois à Trois-Rivières. Et puis, c'est Marianne Gendron, cette fois-là, qui a été reconnue coupable. Qui a été, on va les voir plus en détail. Évidemment, là, c'est des cas, je vous parle à l'avance, si on veut, mais on va les voir un petit peu plus en détail plus loin. Marianne Gendron a été condamnée à être pendue, mais pendue en effigie, dans son cas, parce qu'elle était absente. On ne sait pas pourquoi. Là, peut-être qu'ils ne l'ont jamais arrêtée. Mais bon, elle a été condamnée et pendue par effigie. Donc, elle a échappé un peu à la justice de ce point de vue-là. 1840, une personne, c'est-à-dire un bébé non identifié, cette fois-ci, la coupable s'appelait Anastasie Chevaudier, dit Lépine. On sait très peu de choses. J'ai pas réussi à trouver beaucoup de choses sur ce cas-là. Mais au moins, la sentence, j'ai vu ça dans les journaux, qu'elle a été condamnée à 4 mois de prison pour néonaticide. 1853, un bébé non identifié encore, cette fois à Montréal, Angélique Galland, qui a été accusée d'infanticide.
Mais comme je le disais, elle, dans son cas, elle a été acquittée pour raison d'aliénation mentale. Mais si je reviens juste sur la mention infanticide, c'est que c'est sous ce nom-là, c'est en utilisant ce mot-clé-là que je les trouve dans les journaux parce qu'on ne parlait pas de néonaticide. Même encore aujourd'hui, les journalistes semblent un peu frileux. Mais je pense que c'est le meilleur terme là, que le CCM3 nous apporte. Néonaticide, ça le dit. Néo pour nouveau. Là. Naticide, là, probablement, bon, une dérivation latine du mot naissance. Donc, c'est les nouveaux-nés. C'est vraiment dans les premiers 24 heures là, que ça se passe. Au-delà de 24 heures, ben, il faudrait parler d'infanticide ou de filicide, tout dépendamment qui est l'auteur du crime. Ce qu'on ne sait pas toujours, évidemment. Donc, je poursuis encore en 1853. Un bébé non identifié qui a été retrouvé sur la rue Saint-Urbain à Montréal. Ce cas-là, malheureusement, il a été non élucidé. On n'a jamais trouvé qui était la mère ou tout ça. Et puis voilà, lui a été retrouvé, le corps du petit enfant a été retrouvé sur un lot de terre vacant au sommet de la rue Saint-Urbain. Et tout ce qu'on mentionnait, les journaux, c'est que le corps était nu. Donc aucun indice pour faire enquête. 1856, le 22 mai pour être précis, un nouveau-né, une fille, a été retrouvée à Montréal aussi. Dans son cas, même chose, non élucidé. Ça n'a jamais été résolu, cette chose-là. L'enfant était complètement nu et paraissait âgé de 3 ou 4 jours. Donc, celui-là, on pourrait hésiter à le classer dans le néonaticide, mais quand même, on est assez proche du néonaticide quand même. Là. Juste pour les amateurs d'histoire de la ville de Montréal, le bébé a été retrouvé dans le bassin d'un canal près de la fonderie Dunbar à Montréal. Je ne sais pas où c'est, mais si vous le savez, ben, écrivez-moi. Je n'ai pas pris... parce que sur chaque piste là, que ça m'envoie, des fois, à un moment donné, j'ai pas le temps de rechercher tous ces petits détails-là. Mais si vous savez où se trouvait la fonderie Dunbar, ben merci de m'écrire là-dessus. On va en nommer encore quelques-uns. Bon, 1857, encore une fois, néonaticide. Là, on en sait un petit peu plus. La mère de l'enfant, qui s'appelait Anne Dooley, elle l'a tué par suffocation. Et dans son cas, elle a écopé de 23 mois de prison. Ensuite, 1894, 1er juin, un autre nouveau-né, lui, tué par strangulation par sa mère qui s'appelait Exilia Tremblay, 20 ans. Encore, on en revient qu'on disait tantôt que c'était presque tous des jeunes mères, un peu naïves. Donc, voyez-vous, même sans connaître les détails, on se fait un peu un profil de la chose. 1894, encore un autre néonaticide. Il y en a eu quelques-uns cette année-là. C'est un citoyen du nom de Pierre Robert qui a trouvé dans un dans un champ vague de la rue Rachel à Montréal le cadavre d'un bébé de sexe féminin. Quelques mois plus tard, le 22 octobre, c'est un nouveau-né non identifié qui a été retrouvé à Côte-Saint-Paul à Montréal. Donc, voyez-vous, ça se multiplie assez rapidement. 1895, un enfant qui n'a pas été identifié. Infanticide ou néonaticide, par contre, là, j'hésite, mais la mère, c'était Zélia Tremblay. Et dans son cas, elle a été acquittée. 1896, 15 septembre, un bébé... dans ce cas-là, il y a eu mise en scène. On a fait croire que le petit cadavre... on l'avait caché, si on veut, avec différents objets là, pour essayer de le dissimuler. Donc, il y a une mise en scène pour le dissimuler. Ça ne rejoint pas ce qu'on disait tantôt. Pour essayer de faire croire, par exemple, à un accident, tout ça. Mais ce cas-là n'a pas été élucidé non plus, malheureusement. Donc, je vais m'arrêter là parce qu'on en a quand même nommé plusieurs. Je pense que vous avez compris un peu ce qu'est le néonaticide. Malheureusement, c'est un type de crime auquel on peut faire face. Et même encore aujourd'hui, vous en avez vu des extraits. Donc, si vous allez sur Google ou sur un site comme les médias, par exemple TVA Nouvelles ou Radio-Canada, vous allez sûrement en trouver d'autres. Voilà.
Le néonaticide, c'est pas à dédaigner, mais je pense que ce qu'il faudrait, c'est d'utiliser le bon mot. Les journalistes, depuis le début de l'année 2021, utilisent beaucoup le féminicide, comme je l'ai déjà dit, qui est assez large comme terme, donc qui nous apporte pas grand-chose, tandis que le néonaticide est très précis juste par le mot, quand on comprend tout ce qui se cache en arrière de la définition, évidemment. Donc, je pense que l'utilisation du mot, de l'expression, serait plus appropriée quand on trouve des enfants comme ça. Le public pourrait comprendre, je pense, plus rapidement ce qu'il en est, les enjeux et tout ça, puis bon, et arrêter de parler juste d'enfants qui sont retrouvés dans les poubelles. Le néonaticide, je pense, serait plus approprié. Donc voilà, et je vous souhaite une très belle fin de journée, malgré ce sujet un peu sombre. Mais bon, c'est ça, les homicides et la criminalité au Québec, on s'en sort pas. Bonne journée quand même. Au revoir.